La force mentale distingue les champions des presque champions. Merci Raphaël Nadal pour cette citation qui résume parfaitement mon invité du jour. Mathias est un footballeur talentueux. Il a porté les couleurs du mythique club Genève Servette pendant plus de 10 ans et il a même affronté Lionel Messi en équipe nationale suisse. Avec lui, on va parler de montée en Super League, de rupture de ligaments et de sa reconversion après le foot. Mais aussi de ses grands paris comme devenir actionnaire au Village du Soir. Mathias, c'est un peu le joueur qui ne lâche jamais rien, sur le terrain comme dans la vie. Allez, installez-vous confortablement. On va plonger dans la vie d'un homme pour qui les défis se transforment en objectifs ou plutôt en buts. Bienvenue dans Parcours Inspirant. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Mathias. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. En plus, tu nous rejoins chez toi, à Carouge. Donc merci, merci beaucoup. Et je vais démarrer par une petite confidence. Je t'avoue que je suis pas très foot. Je suis pas très calée en foot. Pour moi, le foot, j'adore le regarder sur écran géant, à plein pâle, avec bière et cacahuètes et des amis. Mais je t'avoue que ça fait pas partie de mon quotidien. Oui. Le sport, oui. J'aime beaucoup le sport, plutôt la montagne, comme on discutait avant. Mais je vais pas suivre particulièrement les actualités, sauf grâce à Couleur 3 dans ces actus qui nous disent un petit peu où on en est. Mais je t'avoue que c'est pas mon quotidien. Du coup, cette interview, elle va être un peu particulière et un peu différente de celle que tu as l'habitude de donner. On va discuter de ton parcours de vie, de toi, depuis ton enfance, remonter le fil jusqu'à aujourd'hui, où tu es même entrepreneur. Et donc, Mathias, dis-nous, comment tu étais quand tu étais petit, autour des 10 ans? Tu étais en Uruguay, parce que tu es donc suisseau-uruguayen, si on dit ça comme ça, mais donc tu as la double nationalité, d'où cet accent que je trouve extrêmement charmant. Et donc, comment tu étais petit? Alors, je suis enfance, une super enfance. Donc, j'étais souvent avec mon frère, tout le temps avec mon frère, et tout le temps avec un ballon de foot. Donc, le quotidien, c'était on allait à l'école, et puis quand on revenait de l'école, on jouait au foot. Ok. Et tu savais déjà que tu voulais te faire professionnel? Ah oui, dès tout petit. Okay. Là-bas, en fait, en Uruguay, si tu veux, le foot, c'est un peu comme une religion, en fait. Quand il y a l'équipe nationale qui joue, le pays s'éteint carrément. Ils sont tous devant la télé ou au stade. Et puis, c'est une passion, c'est incroyable. Quand tu vois aujourd'hui que l'Uruguay, en fait, on est 3 millions d'habitants. Il y a 12 millions de vaches. Pas mal. Et puis on arrive à avoir une équipe nationale qui a gagné quand même 2 Coupes du Monde, 17 Copa América ou 16, je sais pas bien. Et puis on arrive à avoir des joueurs internationaux qui jouent un peu partout dans le monde. Donc en fait, le foot là-bas, c'est vraiment trop important. Et puis du coup, moi, depuis tout petit, je voulais absolument être footballeur professionnel. Et après, tu débarques en Suisse à 14 ans, avec ta maman et ton petit frère. C'est ça, oui. Donc, en 99, en fait, nous, on avait le passeport suisse de naissance, parce que le papa de ma mère était suisse. Et puis, du coup, ma mère, elle voulait nous donner un meilleur avenir avec mon frère et moi. Et puis, un jour, je me souviens qu'elle nous a convoqués au salon, et on allait au salon, et puis elle nous a dit de décider à nous, donc à mon frère et moi. Elle nous a proposé d'aller en Suisse. Son frère, il habitait déjà en Suisse, donc mon oncle. Et puis il nous a dit, écoutez, nous on n'avait jamais voyagé en avion, rien, hein. On ne connaissait pas l'Europe et tout. Pour nous, la Suisse, c'était la vache Milka et les montagnes. Ok. Donc moi, je lui dis à ma mère, écoute, on n'a rien à perdre, donc on a tout à gagner. Et au pire des cas, on revient. Et puis mon frère, il a dit la même chose. La seule question que j'avais, c'est, mais je veux où au foot? Parce que les montagnes et tout, moi, la balle, il va tomber, et moi, je vois. Et puis, voilà, du coup, on a pris la décision les trois de partir en Suisse. Et puis, rejoindre mon oncle qui habitait déjà ici. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus difficile quand tu es arrivé? Les premières difficultés, en fait, c'est la langue.
parce qu'on parlait pas du tout français. D'accord, tu parlais pas un mot. On parlait pas un mot de français. Et je me rappelle qu'on s'entraînait avec mon frère, il dit, je parle français très bien. Et voilà, on s'entraînait à parler, et du coup, on a commencé à faire classe d'accueil. Donc, en fait, pour les gens qui arrivent en Suisse et puis ils savent pas parler la langue, en fait, on était au cycle à Honnay, en classe d'accueil. Et en fait, en classe d'accueil, il y avait que des étrangers qui parlaient pas français. Donc, il y avait des Kosovars, des Bosniaques, un Mexicain, un Colombien, un Somalien. En fait, on était vraiment un mélange. Et puis, en fait, on a commencé à apprendre les Français comme ça. Et ouais, le plus dur, c'était la langue. Après, j'ai eu la chance qu'avec mon frère, on était tout le temps ensemble. Et après, il y a le foot aussi. Donc, du coup, on habitait à Carouge. Et puis, en fait, on avait le synthétique en face de la maison. Donc, du coup, on allait à l'école et puis on allait jouer au foot. Et c'est comme ça qu'on s'est fait les premières amies. Très tôt, en fait, tu pars en club à 17 ans. En fait, à 17 ans, je suis parti sur des formations donc en France. Où au centre de formation, en fait, on avait l'école. J'avais fait BEP comptabilité. En fait, on avait les cours arrangés avec les foot. Donc, on s'entraînait tous les jours et puis on avait aussi l'école. Voilà. Mais ensuite, je suis parti en Avant-Guingamp, donc à 18 ans. Et là, c'était beaucoup plus compliqué parce que les cours, ils n'étaient pas du tout adaptés avec le foot. Et du coup, là, j'ai dû faire un choix. Donc, c'est soit tu te dis, soit tu continues les études et puis tu arrêtes le foot, soit tu dis, je donne tout pour le foot et puis on verra ce que ça donne. Et puis moi, dans ma tête, j'étais convaincu que j'allais réussir. Donc, du coup, j'ai pris le risque de choisir le foot. Ok. Et le choix d'aller à Guingamp, c'est un peu surprenant quand on est sur Genève et à Carouge. Comment ça s'est fait, cet arbitrage d'aller sur France? Ouais, alors en fait, j'ai joué à Étoile Carouge en espoir. Et puis en fait, les coachs de Carouge, c'était Franck Bournier, c'était un Français, qui m'a fait aller avec un autre coéquipier qui s'appelle Naïm. On allait les deux au centre de formation à Louan, donc on était dans la même chambre. Louan-Cusso, c'est un club en Bourgogne. Du coup, on jouait au mois 18 nationaux. Donc, en fait, on jouait avec, en fait, les mois 18 nationaux, c'est le meilleur niveau des mois 18 en France. Donc, on jouait contre Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Auxerre à l'époque, Sochaux, tous les grands clubs. Et en fait, c'est super parce qu'en fait, c'est là, pour te faire recruter, c'est le meilleur truc. Et du coup, en fait, j'ai marqué plein de buts. Et du coup, je suis monté avec l'équipe première des Louan-Cusso, qui était en 3e division française. Ça veut dire, c'était l'époque, il y avait la Ligue 1, Ligue 2 et Nationale. Louan-Cusso était en National. Et puis, du coup, à 17 ans, je me rappelle, je joue mon premier match contre Nîmes Olympique, où je rentre, il restait 10 minutes et je marque. Et en fait, on fait 2-2. Et c'était drôle parce qu'au centre de formation, tout le monde me disait, mais ton téléphone, t'as un téléphone, mais ils sont jamais, ton téléphone, ils sont jamais. Et puis, à un moment donné, il a commencé à sonner. Il y avait tous les clubs qui téléphonaient parce que voilà, 17 ans, national. Et puis voilà, il y a un Avant-Guingamp qui est venu, mais il y avait aussi plein d'autres clubs. Et mon coach, il m'avait dit, mais surtout, signe pas le contrat, signe pas l'offre, parce que t'es en position de force, signe pas. T'avais encore du temps, t'avais pas d'urgence à signer. Mais non. Et puis, en fait, ils sont venus me chercher à la fin d'un match, et ils s'étaient allés chercher ma mère et mon frère à Genève. Et on s'était retrouvés à Lyon. Parce qu'en fait, Lyon jouait contre un Avant-Guingamp. En Avant-Guingamp, il y avait Drogba, Malouda, c'était des joueurs qui n'étaient pas trop connus, mais qui après c'est devenu des stars. Et puis, voilà. Ça s'est passé comme ça que j'ai signé à Guingamp. Je n'ai pas écouté mon coach. Et aujourd'hui, c'est un regret que j'ai. C'est ok. Ouais. Parce que en fait, de signer dans un autre club, ça t'aurait permis quoi, en fait? En fait, à ce moment-là, j'ai signé un contrat stagiaire professionnel qui n'était pas professionnel. Et à ce moment-là, si j'attendais, j'aurais pu signer un contrat professionnel directement. Ah d'accord, donc tu aurais gagné finalement plus plus rapidement, tu aurais pu intégrer des... Exactement. Et puis en fait, Guingamp, ils m'ont dit que si je signais avec eux, j'allais intégrer l'équipe première, que mon frère, il allait venir avec moi, qu'il allait jouer avec les mois 18 nationaux au centre de formation, j'allais pas être tout seul. Mais voilà, c'est un très gros regret d'avoir signé à Guingamp parce que
ça s'est pas passé comme prévu. Et puis je pense qu'aujourd'hui, si j'écoutais mon coach, j'aurais pu signer professionnel. Pas, peut-être pas à Guingamp, mais j'aurais pu signer à Bordeaux. Il y avait Toulouse, il y avait Bastia, il y avait Nantes. Donc j'aurais pu signer pro dans un de ces clubs-là. À 20 ans, Ouais, tu 20 retournes ans, en Suisse et tu joues pour Servette. Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite, Ouais, pas ok. tout de suite. Comment ça s'est passé ton retour depuis Ouais. la France jusqu'en Suisse? Alors, mon retour, c'était dur parce que c'était comme un échec. Ouais. Vu que, en fait, je n'ai pas signé professionnel. En fait, après les 2 ans contrat stagiaire professionnel, c'est soit tu signes pro, soit c'est fini. Ok. Et puis, du coup, moi, j'avais fini meilleur buteur de la deuxième équipe des Guingamp, mais ils m'ont pas fait signer pro. Et pourquoi? Alors, il faut savoir que l'année d'avant, j'avais eu une pubalgie pendant 9 mois. Et puis, eux, ils pensaient que moi, je faisais exprès de pas jouer, alors que pas du tout. C'est juste qu'on n'arrivait pas à me soigner. Et à ce moment-là, ils ont viré aussi mon frère, parce qu'ils disaient que moi, je faisais semblant d'être blessé. Du coup, c'était une année super dure pour moi. Et Guingamp, qui était en Ligue 1, est descendu en Ligue 2. Ok. Donc, c'était un peu la totale. Et puis, la deuxième année, du coup, j'étais avec la CFA. Où c'est là où j'ai fait une super année et j'ai fini meilleur buteur de l'équipe. Mais voilà, ils ont préféré signer un Breton qui jouait là-bas que moi. Et puis du coup, en fait, moi, quand je retourne à Genève, c'était en mode j'ai pas réussi. Et c'était comme un échec. Et du coup, je suis retourné à Genève et puis j'ai recommencé tout ce que j'avais fait à zéro. Et du coup, c'est l'année où Servette a fait faillite. Ok. Et Servette était en première ligue. Et Carouche était en première ligue aussi. Du coup, Carouche, ils m'ont ouvert les portes. J'ai signé chez eux. Et du coup, je suis retourné chez ma mère. Ok. Donc, j'ai habité chez ma mère, alors que voilà, j'ai habité tout seul. J'avais l'habitude d'habiter tout seul. J'ai travaillé à la poste comme facteur. Donc, ok. Donc, tu signes auprès de Carouge, mais à côté, tu gardes un petit job. C'est ça. Ok. J'ai travaillé à la poste comme facteur. D'accord. Mais donc, tu faisais la tournée, t'étais Ouais, je faisais la tournée, Ok. ouais. C'est moi qui faisais les facteurs. À la fin, je connaissais toutes les boîtes aux lettres, c'était. Ok. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 8 mois. Ok. Ouais, j'ai fait ça 8 mois. Et puis, en fait, avec Carouche, on a perdu les finales. On n'est pas monté en Challenge League. Et Servette est monté en Challenge League. Et ils m'ont appelé. Ok. Donc enfin, le téléphone a sonné. Il y avait Servette et Yverdon qui le voulaient, mais moi, c'est suscité Servette direct. Ok. Et puis voilà. Là, je me suis dit, je suis trop content. C'est parti. Et là, t'es resté 6 ans. Ouais. 6 ans avant de la montée, non? Avant la montée. Ouais, 6 ans avant la montée. Quel est, pendant ces 6 années, peut-être un souvenir qui t'a marqué? Mon plus beau souvenir, c'est la montée. En 2011. Les stades pleins contre Belisol. Ça, c'était incroyable. Magique. Magique. Ouais, vraiment magique. Et pendant ces 6 années, quelles sont peut-être les leçons que tu as apprises, que ce soit au niveau du foot, au niveau de l'équipe? Pendant ces 6 ans, c'était montagne russe, quoi. C'était des bons moments, des mauvais moments. Mais bon, j'ai appris plein de choses. Notamment au foot. Mon capitaine Pizina, il m'a dit, c'est le jour où tu arrives à lever la tête et tu vas pas foncer dans un mur, tu comprendras que le foot, c'est pas ça. J'ai mis 3 ans à comprendre. Mais c'est vrai que c'est quoi, plus le collectif, plus jouer en ouais, voilà. En fait, avant, si tu veux, j'ai baissé la tête et puis je suis allé comme un taureau. Et le jour où j'ai compris que, en fait, quand il y en a 3 devant toi, il faut pas aller, il faut sortir. Okay. Tu mets du temps à comprendre les choses, mais les jours où tu commences à comprendre, le foot devient plus facile. Ok, donc t'appuies sur ses coéquipiers, jouer plus en équipe. Okay. Ouais. Et donc enfin, la montée. Ouais. La montée en Super League. Donc, vous gagnez ce match. Ah oui, non, mais en fait, on perd 1-0 là-bas. Ouais. 94e minute, mais un but venu d'ailleurs. Corner, en dehors de la surface, un défenseur central qui met reprise et volée au pied du camp. Non, mais c'était du jamais vu. Donc, l'a dégoûté. Du jamais vu. Et puis, au match retour, déjà, quand on partait, il y avait des supporters des Belgiens qui voulaient nous taper. Et là, j'ai dit, ça, je retiens.
Et puis, match retour, quand on est sorti sur la pelouse, on savait que c'était à nous. C'était pour vous. C'était pour nous. gagné. On savait déjà. Tu avais déjà gagné ce match dans ta Ah ouais, tête. non, mais oui. Alors, Explosion de joie. bah en fait, la saison, elle était incroyable. La saison, on a fait une saison de fou, quoi. Parce qu'en fait, en fait, à un moment donné, il fallait gagner tous les matchs. Et on les a gagnés. En fait, il restait 10 matchs et puis on les a gagnés, quoi. Et en fait, ces matchs-là, en fait, tu te dis, si tu gagnes ces matchs, bah en fait, tu montes avec ton club de cœur en première division, quoi, à sa place. Et puis quand le match il a sifflé à la fin, mais franchement, c'est le plus beau souvenir de ma vie, de toute ma carrière. D'accord. Même plus que l'équipe de Suisse, que tout. C'est un sentiment incroyable. Parce que finalement, vous avez tellement travaillé dur, Ouais. vous êtes vu progresser aussi Ouais. en équipe et arriver au but final, ça devait être fou. L'ambiance dans les vestiaires, ça devait être dingue. Et puis voir tout Genève au stade, que les gens ils viennent sur la pelouse, je savais plus où j'étais, quoi. C'était incroyable. 2012, c'est l'année de folie. Ouais. Beaucoup de choses sont arrivées. Ouais. Tu vas même jusqu'à changer de club. Ouais. Et donc tu ne restes pas au Servette. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors on est monté on est monté en Super League, donc en première division. Et puis il m'est resté une année de contrat. Et puis j'ai fait les premiers tours où j'ai mis plein de buts. Et tu étais même meilleur buteur cette année. Et voilà. Moi en fait j'arrive à la trêve et puis Servette ils me proposent pas de contrat. Donc moi je leur dis écoutez, moi il me reste 6 mois de contrat parce que vous me proposez quelque chose. Et à l'époque c'était Pichard. Et Pichard me fait non, on te propose rien. Et puis pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Et puis moi je savais au fait qu'il y avait Young Boys qui était intéressé par moi. Donc à Berne. À Berne et Zurich aussi. Ok. Donc mon agent il m'a dit écoute Mathis, Servette il te propose rien. Et Young Boys ils te veulent absolument et Zurich ils te veulent aussi. Donc en fait j'étais parlé avec les coachs de Berne et Christian Gross à l'époque. Qui m'a dit qu'il me voulait absolument. Donc moi j'ai dit bah écoute, on y va. Mais je suis parti en vacances. Mais à contre-cœur quand même un petit peu. Bah mais le problème c'est que moi imaginons, j'ai aucune proposition de Servette. Imaginons au deuxième tour je me blesse, bah après je me retrouve à la rue en fait. Ah oui. Et là tu joues sans rien. Oui, c'est fini. Donc en fait dans notre travail au foot, quand on a un truc sûr, bah en fait on peut pas attendre. Tu te blesses et puis c'est fini. Ce qui m'arrive à Young Boys par la suite, c'est que je me suis blessé et puis voilà. Du coup, bah moi je pars en vacances avec mon meilleur pote du foot. Et puis on avait fait Rio de Janeiro et Uruguay. Et puis je me rappelle que j'étais dans le taxi à Rio avec lui. Et puis je fais Tibère, tu vas voir. Je vais signer à Young Boys. Et puis je vais jouer contre l'Argentine avec la Suisse. Et puis il m'a fait mais arrête, qu'est-ce que tu racontes? Et puis en fait, je m'étais jamais mis ça dans ma tête. Je vais signer à Young Boys, je vais gagner ma place parce que déjà c'était Young Boys, c'était une grosse équipe avec des super joueurs. Donc il fallait déjà gagner ma place et après être appelé en équipe suisse. Et puis c'est et les deux sont arrivés. Quelles sont pour toi les grandes différences entre ces deux clubs où tu as passé du coup la plus grosse partie entre Servette et les Young Boys? Alors en fait, il y a l'organisation. Ok. Niveau organisation, les Suisses alémaniques. Donc c'est pas un mythe. Ah non, mais il y a 10 ans d'écart. Ok. Mais dans tout, dans tout. On a 10 ans d'écart avec eux. Après, sur un match, sur 2 matchs, on peut les battre. Même sur aujourd'hui, Servette, on voit que Servette bat beaucoup mieux. Et puis, je pense que c'est beaucoup mieux que quand j'étais à l'époque. Niveau organisation, je pense qu'ils ont travaillé pour progresser. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus quand je suis arrivé là-bas, c'était l'organisation, quoi. Mais tu as des exemples un peu concrets? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, en fait, t'arrives là-bas, t'as pas d'appartement, mais tu vas à l'hôtel. Et puis, là, ils te disent, tu veux quoi comme appartement, comme maison, tu veux quoi? Ok, t'as le droit de choisir. Ouais. Okay. Et puis c'est eux qui t'accompagnent chercher pour l'appartement, pour la maison, pour voir. En fait, ils s'occupent de tout. Toi, tu penses au foot. Voilà, ok. Et puis eux, ils s'occupent de tout. Alors qu'en fait, à Servette, c'était pas du tout ça, quoi. C'était trouve-toi un appart. Si t'as pas d'appart, c'est pas notre problème.
Et là, en fait, il s'occupe de tout. Je me rappelle aussi, rien que les chaussures de foot, en fait, t'allais, tu mettais les chaussures de foot dans la boîte, et puis quand t'arrivais au stade, t'avais tes chaussures de foot à ta place, t'avais tes protèges tibia, t'avais ta trousse de toilette, t'avais tout. Et après, quand tu partais en déplacement, t'arrivais dans ta chambre, t'avais tout ton matériel. C'est des trucs que à Servette, t'avais pas. Ok, C'est vraiment pro. d'accord. Donc tu pouvais vraiment te focaliser plus sur Ah le ouais, foot et le vraiment, reste ouais, s'en vraiment, occuper. ouais, vraiment. L'alimentation, c'est Ouais. une part importante quand on est sportif. Est-ce qu'il y avait aussi cette différence-là entre les deux clubs ou ils préparaient peut-être des options en fonction des Alors, entraînements? aussi par rapport à ça, là aujourd'hui, je sais qu'à Servette, il y a le petit déj et puis ils mangent aussi ensemble. À Young Boys, bah, tu prenais le petit déj ensemble avec l'équipe, équilibré, voilà. Et puis après, tu mangeais aussi avec l'équipe, par exemple. Ça, c'est des petits détails que. Après, l'hygiène de vie, c'est super important quand tu es footballeur. Moi, en fait, j'ai mis quelques années à comprendre. Ok. Par rapport à l'alimentation, j'ai dit. Hein. Mhm. Parce que, voilà, peut-être que j'ai mangé des sauces et tout ça, et puis j'avais pas mal de blessures. Et D'accord. puis j'ai eu un préparateur physique qui s'appelle Ricardo, Ok. et pour moi, c'est le meilleur préparateur physique que j'ai eu. Et puis en fait, lui, il m'a dit ce que je devais manger, ce que je devais pas manger. Après dormir, je dormais super bien tout Oui, le temps. parce que le sommeil, c'est Ouais, effectivement. bah, moi, je faisais tout le temps la sieste et tout, je dormais super bien. Mais l'alimentation, c'est vrai que c'était trop important de boire de l'eau et tout ça. Donc boire de l'eau et veille de match, il y a des choses que tu mangeais ou Alors, mangeais pas? oui, non, la veille des matchs, moi, je mangeais des pâtes poulet, D'accord. voilà. Et puis boire beaucoup d'eau surtout. Et puis bien se reposer. Quel est le souvenir le plus fou que tu as eu aux Young Boys? Je me rappelle la première mi-temps, bah, du coup, j'étais remplaçant. Et puis ça, c'est une histoire incroyable. Parce que les bons des remplaçants de Liverpool et Young Boys, en fait, à l'époque, maintenant ça a été modifié, mais en fait, moi j'étais assis là, et là il y avait une petite escalier, et là il y avait Luis Suarez. Ok. Donc Suarez uruguayen comme moi. Ouais. Et du coup, on a parlé toute la première mi-temps, après on a changé les maillots. Et en fait, à côté de moi, il y avait un Pascal Dubaï, un Ivoirien. D'accord. Et c'est l'époque où Suarez, bon, tu connais pas trop le foot, les histoires. Non, mais Mais à l'époque, Suarez, je vois très bien qui c'est ouais, quand même. ouais. À l'époque, Suarez, il a été traité de raciste parce qu'il avait dit, il avait parlé sur Patrick Evra, Ok. sur Evra. Ok. Et en fait, en Uruguay, ça, c'est pas une insulte. C'est un truc que tu dis normal à n'importe qui. Et puis en Angleterre, ça a pris une proportion. Il a pri je sais pas combien de matchs de suspension. Et puis du coup, il est africain. Donc africain, il me demande si je peux avoir le maillot de Steven Gerrard. Que Steven Gerrard, il était juste debout. Et puis je fais à Luis, je fais Lucho parce qu'on l'appelle Lucho. Lucho, t'arrives à m'avoir le maillot de Gerrard pour lui? Il me fait, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et là, il y a un blessé et il y a Gerrard qui rentre sur le terrain. Et puis du coup, ça siffle à mi-temps. Et puis Suarez, il va, il enlève le maillot à Gérard, il me fait c'est pour qui le maillot. Et puis il va, il lui donne le maillot. Et puis j'ai fait alors Suarez, il est raciste. Il me fait le prochain qui dit ça, je le tue. Du coup, il allait donner le maillot de Gérard. Okay. Et ça, c'était incroyable. Et ça, donner son maillot à la fin du match, c'est une tradition, mais ça se négocie avant? Alors écoute, ça dépend, ça dépend. Moi, par exemple, quand je parlais avec Suarez, j'étais après, là, j'étais à la fin du match, on a changé les maillots. Et du coup, bah, on a changé les maillots à la mi-temps. Mais ça se négocie, oui et non. Les affinités oui, sur le moment aussi. Après, moi, par exemple, Suarez, moi, je voulais absolument son maillot. Après, j'ai joué le Cissé aussi son maillot. Chez Lassana Diarra. En fait, moi, c'est les joueurs que j'aimais bien, que je voulais avoir un maillot, ou les joueurs uruguayens aussi. Et tu les as là, ici? Ouais, j'ai une collection de maillots, oui. Moi, j'ai changé les maillots à tous les matchs, presque. Et puis, il y a un truc que j'aimais beaucoup aussi, c'est donner des maillots aux enfants. Parce que moi, j'étais enfant, et je me souviens bien que quand il y avait un joueur pro que je demandais le maillot, il me donnait, mais c'était incroyable. Et du coup, moi, franchement, j'ai donné, on a 2 maillots par match, et à chaque fois, j'ai donné les 2. D'accord. Ok. Ensuite, tu es appelé pour la sélection nationale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte de comment tu as appris que tu étais sélectionné? Ouais.
Alors, en fait, j'ai appris par message. En fait, je suis arrivé dans le vestiaire et puis j'ai vu que mon téléphone, j'avais, je sais pas combien d'appels, des messages. Et puis il y a le coach des Young Boys qui vient me faire félicitations. Et Quoi? voilà, j'ai appris ça comme ça, ouais. Ok. J'ai appris ça comme ça, par des appels. Bah, en Mm. fait, c'est la presse. Et puis après, bah, j'ai reçu le sac de l'équipe de Suisse au vestiaire et tout. Mais c'était une fierté Mm. incroyable. Quand j'ai appelé ma mère, je me souviens, on a pleuré et tout. C'était incroyable. Et donc, du coup, la deuxième chose que tu avais évoquée Ouais. dans ton voyage avec ton Ouais. ami se réalise Et en plus contre l'Argentine. contre l'Argentine. Moi, je suis uruguayen, je joue contre l'Argentine. Je suis fan de Messi, Mhm. parce que moi, Messi, pour moi, c'est le meilleur. Mhm. Je jouais contre Messi, c'est incroyable. Énorme. Dans ta carrière, tu as croisé plein de joueurs. Est-ce que tu as toujours des amis, enfin des amis un peu célèbres dans le milieu? Moi, je me rends pas bien compte. Est-ce que c'est un milieu où finalement on est ami avec tout le monde, mais sans être trop amis? Est-ce que tu as des vraies fortes relations amicales? Et des amis dans le foot, c'est vrai que tu joues avec tellement de joueurs. Après, moi, j'étais quelqu'un d'assez sociable. Mais c'est vrai que les contacts, et si tu veux, les vrais, c'est, ouais, peut-être sur Mm. 10, mais surtout 5. Ok. Mais avec 10, voilà. Et après, voilà, quand tu te vois, c'est comme si tu étais vu hier. Mm. Mais ouais, les affinités, ouais, c'est rare. C'est rare. Je crois qu'il y a un événement qui a marqué tous les Genevois, le fameux planter de drapeau. Ah, non, mais tu sais pas cette histoire, hein, et la suite. Et la suite. Je sais pas si tu as entendu parler de la suite. Si. La suite, mais tu t'attends même pas à Allez, ça. je suis tout oui. Donc, en fait, moi, j'étais en tribune parce que j'étais suspendu ou blessé le match aller contre Lausanne à la Praille. Et en fait, Lausanne a gagné. Et il y a un joueur de Lausanne qui a planté le drapeau de Lausanne à la Praille. Mhm. Et nos supporters, ils sont devenus fous. Mhm. Il y a de quoi. Et du coup, moi, bah là, en fait, c'est les trucs que je t'ai raconté avant. C'est que, en fait, des fois, je me mets des trucs dans la tête et j'arrive à le faire. Mm. Et en fait, je me suis dit, ce jour-là, on va aller à la Pontaise, je vais marquer, on va gagner, et je vais planter le drapeau de Genève à la Pontaise. Et puis, on a gagné 2-0, j'ai mis le 12e, et puis, bah, je suis allé chercher à la fin du match les drapeaux de Genève, et puis, bah, Et oui, et puis on a colonisé et oui. la Pontaise. Du coup, bah, Et là, l'ambiance, et puis ça, c'est c'était fou. ambiance de fou, mais ça, c'est un souvenir que aujourd'hui, je croise des supporters, oh, le planter le drapeau, le meilleur truc que t'as fait, c'est incroyable. C'est cool. Magnifique. Par contre, les coachs de Lausanne, il s'appelait Martin Rueda, Ouais. à l'époque. Bah, moi, après, je signe à Young Boys, avec Christian Gross. Et Christian Gross, il est viré. Mhm. C'est qui le nouveau coach des Young Boys? Martin Rueda. Ah, ça n'a pas dû t'aider, ça. Et là, je me dis, je sais pas comment ça va Ça se commence passer. pas bien. Je sais pas s'il a oublié, s'il est reconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Mhm. Et moi, j'avais fini, donc 12e meilleur buteur du championnat, équipe suisse et dans l'équipe type. Et Martin Rueda, il arrive, me prend dans le bureau, écoute, je compte sur toi, tu as fait une super année, je compte sur toi. Et puis, on commence à faire les qualifications pour l'Europe. Et puis, on va au Danemark, et puis je suis en tribune. On va en Suède, je suis en tribune. Ok. Et puis là, je vais le voir. Je fais, mais écoute, tu dis que tu comptes sur moi. Mais je peux pas jouer. Et tu m'envoies en tribune. Qu'est-ce qui se passe? Je m'entraîne super bien. Ah non, non, t'inquiète pas, je compte sur toi. Et puis je lui dis, écoute, dis-moi, est-ce que c'est à cause du drapeau? De l'histoire du drapeau? Ah non, 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 t'inquiète pas du tout. Et du coup, bah, franchement, c'était horrible à vivre. Parce que je m'entraînais super bien. Et puis t'arrives le week-end, et puis en fait, j'étais même pas convoqué. Et franchement, c'était 6 mois horribles. Et puis tout d'un coup, après 2 mois sans avoir joué un match, tu vas jouer l'Europa League contre Anzima Calais, où il y avait la Sana Diarra, il y avait Samuel Eto'o, et puis je suis titulaire. Alors que ça faisait 2 mois que je jouais pas. Et puis je me souviens parce que j'étais trop content, mais les matchs commencent, et puis j'étais mort. Et je regarde le chrono, ça faisait 5 minutes qu'on jouait. Ok. 5 minutes qu'on jouait, et puis j'étais Déjà, mort. en fait, Ouais. ok. Et en fait, après, j'ai compris, en fait, il faisait exprès.
parce qu'il voulait montrer aux dirigeants, regarde que Mathias, il joue pas à cause de ça. Et bah, j'avais joué 70 minutes, quelque chose comme ça, mais j'avais pas été bon. Ok. Et puis, donc, la trêve, elle arrive. Et puis, j'ai fait, écoute, moi, je veux absolument jouer. Donc, moi, je veux me faire prêter. Et du coup, là, il m'a dit qu'il y a Servette, il y avait Thun, et puis il y avait Saint-Gall. Et puis, Servette, Servette était à 12 points sous la barre. Et j'ai fait, je m'en fous. Je suis à Servette, et je vais essayer de sauver mon club de cœur. Quitte à descendre, moi, j'aurais essayé. Et du coup, bah, je suis parti à Servette. Et là, par contre, je suis parti à Servette et je me suis dit, quand je vais jouer contre toi, t'es pas prêt. Quand je vais jouer contre toi, t'es pas prêt. Et là, moi, je me mets la pression dans la presse parce que j'ai dit, je vais montrer à Rueda qu'il s'est trompé avec moi. Et puis, on arrive au match. Et puis, bah, on gagne 2-0. Je mets un but à la Magère, donc talonnade. Ok. Et puis, et d'ailleurs, je fêtais les buts comme si c'était, alors que j'étais payé par Young Boys. Je crois que J'ai fêté les buts, Ouais. comme ça, mais laisse tomber. Et puis après, j'ai mis pas des buts pour Karanovic et on gagne 2-0. Et j'ai sorti sur les applaudissements de tous les stades. Ouh, Et le puis, retour n'a pas dû être facile. Et puis, le jour d'après, en fait, je lis le Blick et puis c'est écrit Vitkevies Raus Rueda. Ça veut dire Vitkevies Bir Rueda. Et là, franchement, pour moi, c'était magnifique. Ah, mais magnifique. Je pouvais pas rêver. Ok. Ensuite, malheureusement, avec Servette, on ne sort pas. Et puis, bah, je retourne à Young Boys. Mais quand je retourne à Young Boys, tu peux savoir que ce que j'avais fait, il a réussi. Hein. Donc, j'avais marqué contre Young Boys, j'avais fêté les buts. Les supporters de Young Boys, bah, Ouais. et du coup, bah, ils m'ont dit, écoute, Mathieu, il faut que tu te fasses oublier. Donc, on a deux solutions. On a Toul ou Saint-Gall. Et puis, moi, je dit, Saint-Gall, c'est incroyable. C'est l'ambiance qu'il y a là-bas au stade. Je fais, allez, on part à Saint-Gall. Et on est parti à Saint-Gall. Voilà. Et je crois qu'il y a une autre jolie histoire où dans les vestiaires. Ou à Saint-Gall? Oui. Où tu étais un petit peu énervé. Ah, ouais. Donc, j'arrive à Saint-Gall. Et puis voilà, tout se passait bien. Et puis on fait un match qualification Europa League. Déjà, ça s'est passé comme ça. Il y a eu le tirage au sort pour l'Europa League. Et puis on joue contre Spartak Moscou. Et puis je me rappelle d'avoir vu le coach dire non, Spartak Moscou, c'est impossible. Et puis moi, je suis allé le voir et je fais mais pourquoi c'est impossible? On peut battre n'importe qui. Sur 2 matchs, on peut battre n'importe qui. Bref, on joue le match ici à la maison. Et puis moi, j'étais remplaçant déjà, j'étais énervé. Et en plus de ça, il me fait pas rentrer. Ok. Et on a fait un partout. Donc pour moi, c'était un mauvais résultat parce que, ok, on fait un partout, mais eux, ils ont marqué un but à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fait, si on fait 0-0, c'est eux qui passent. En fait, c'est vrai. Et du coup, bah, moi, je suis parti dans le vestiaire. Alors que tout le monde est parti saluer le public. Moi, je suis parti dans le vestiaire trop énervé. Et puis là, en fait, les coachs, il m'a vu et il m'a suivi dans le vestiaire. Et il m'a fait vite, Kevin! Et il tapait les murs comme ça. Moi, j'étais à la douche. Ok. Tu te prends pour qui? Et il tapait les murs. Tu crois que t'es trop fort pour Saint-Gall? Tu peux rentrer chez toi? Et il tapait les murs et tout ça. Je fais, oh là là. Et puis, mon agent, il m'appelle le soir. Il m'a fait, mais Mathis, t'as fait quoi et tout? Le coach, il est trop énervé. Je fais, mais écoute, moi, j'étais énervé. Je sais pas jouer. Puis en plus, on a fait un partout. C'est un mauvais résultat. Moi, je suis un compétiteur. Moi, je veux absolument passer. Et du coup, on va à Moscou. Et puis, je suis titulaire. Et là, je dis, aujourd'hui, je n'ai pas intérêt à me louper. T'as ta revanche. Aujourd'hui, je n'ai pas intérêt à me louper parce que si je me loupe, c'est mort pour moi. C'est mort. Plus jamais je joue. Et puis, 1 minute de jeu et Spartak Moscou marque. Et puis on a gagné 4-1. Et j'ai fait la passe de but pour Karanovic. J'ai fait un super match. Et on se qualifie pour l'Europa League. Et là, depuis ce jour-là, j'étais un dieu pour le coach. Ouais, là, depuis ce jour-là, je pouvais tout faire. Le coach, même, je me souviens, il y a un match à Bâle où j'avais pas joué. Et on perd 3-0. Okay. Et puis le coach, lundi dans le vestiaire, il dit, ces matchs-là, s'il y avait Vitkevies, on l'aurait gagné. Alors que franchement, on aurait perdu 5-0. C'est pas grave. Mais juste pour eux. Et moi, j'avais honte. Je disais, mais coach, arrête. On a pris 5. Mais bon, je trouve ça pour voir à quel point. Et je crois que malheureusement, l'année d'après, tu te blesses.
Ouais, Gros coup dur. en fait, j'avais été prêté donc une année à Saint-Gall. Et Saint-Gall, il m'a proposé un contrat de 12 ans. Il voulait que je reste à Saint-Gall pour 12 ans de plus. Et puis le coach de Young Boys, c'est Willy Forte qui est venu à Young Boys. Et moi, il m'a resté une année de contrat à Young Boys. Et Willy Forte m'a appelé, il m'a fait, écoute Mati, reviens, t'as fait une belle année, on compte sur toi, reviens s'il te plaît. Et puis je reviens. Et en plus, le match de préparation, ça se passait super bien. Je marquais à tous les matchs. Et on est parti à Stade. Et puis je me suis fait le ligament croisé. Ouais, Dur. très dur. Opération, Opération. récupération, j'imagine, pendant. Ouais, franchement, c'est Ça devait être très long. c'est horrible. Parce qu'en plus, ouais, c'est sur un corner où il y a quelqu'un qui passe, ça fait crrr. Et je dis, c'est pas normal. Donc, je sais pas, me faire opérer des ligaments croisés. La rééducation, 9 mois de rééducation. J'avais perdu 7 kilos. En fait, tu dois apprendre à courir carrément. Là, c'est très long. Ouais. Tu dois apprendre à courir, tu dois refaire les renforcements. Ça, c'était tellement dur. Il faut être patient. C'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. Vraiment un cauchemar. Et puis, même, je m'étais dit dans la tête, si je me refais un jour les ligaments croisés, j'arrête de jouer au foot. Et voilà, le seul problème, c'est que dans ma tête, je voulais récupérer mon niveau. Et puis, dans ma tête, j'allais le récupérer, mais j'étais plus jamais le même joueur. Et plus jamais je récupérais mon niveau. Parce qu'en fait, au fond de toi, tu as peur de revivre ça. Tu as peur de te blesser. Avant, ma force, c'était aller dans des situations où tu réfléchis même pas, tu vois. Et puis là, en fait, je n'allais plus dans ces situations. Il y avait une appréhension, en fait. Ouais. Même sur les coups de pied arrêtés, en fait, tu regardais plus où sont les joueurs autour de toi pour pas. T'avais peur, en fait. J'étais plus le même. Mais on dit souvent, un joueur de Formule 1, quand il a un accident, c'est très compliqué après pour lui de revenir. Parce que t'as. Ouais, c'est un traumatisme. Ouais, c'est un traumatisme. C'est très dur et c'est une frustration parce que je pense que j'aurais pu faire encore plus de ce que j'ai fait. Ok. Je te propose qu'on attaque un chapitre un peu plus famille, parce que donc l'année d'après, 2015, tu te maries. Ouais. Comment t'as rencontré ta femme? Alors, ma femme, je l'ai rencontrée en 2012 à la CIP. Ok. Donc c'est. Ouais, je vois très bien. Je faisais partie aussi de la team. Ah ouais, la CIP, c'était incroyable, c'était le meilleur endroit. Et puis, en fait, j'étais au bar avec des collègues, des amis des Servettes, avec une DSP, en train de boire la DSP, et puis on m'a touché ici. Et puis je me retourne, je fais ouh, elle est belle. Et puis elle me demande si j'avais tapé sa sœur. Et puis moi, je tapé personne, moi. Et puis sa sœur, elle dit non, c'est pas lui. Ok. Et puis là, elle me prend la DSP. C'est une drôle manière d'introduire. Aujourd'hui, elle dit que c'est pas vrai, que ça s'est pas passé comme ça. D'accord. Je me souviens. Donc elle me prend la DSP, elle boit, et puis on a commencé à parler. Et puis elle m'avait dit, tu fais quoi dans la vie? Elle est pas du tout foot non plus. Okay. Et puis elle savait même pas qu'il y avait une équipe de foot professionnelle à Genève. Donc elle me dit, tu fais quoi dans la vie? Dur pour l'ego, ça, quand même. Et puis, parce que 2012, c'était l'année de ton apogée. Ouais, non, mais c'était déjà la montée, ouais, bien sûr. C'était juste avant que je parte à Young Boys. Ok. C'était juste avant les négociations avec Young Boys. Et puis, ouais, mais quand t'aimes pas le foot, tu t'intéresses pas au foot, voilà, tu sais pas. Ah non, c'est sûr, oui. Et puis, sauf si t'as le maillot, effectivement. Ouais, pas voilà. Que... Et puis du coup, moi je suis footballeur professionnel. Et puis elle m'a dit oui. Et puis moi, je suis la princesse Diana. Et puis du coup, le jour d'après, elle m'écrit un message sur Facebook. Pour me dire, je vois que tu m'as pas menti, que tu es vraiment footballeur. Et puis voilà, tu as parlé, mais on s'est pas vu pendant longtemps. Et après, moi, je suis signé à Young Boys. Elle est partie au Canada en Erasmus. D'accord. Et puis, quand elle est revenue, à chaque fois, on devait se voir, mais on se voyait pas. Et un jour, je lui fais, écoute, je repars à Berne, mais je passe te chercher. Dans 5 minutes, en bas de chez toi, et puis on va manger. Et puis, je suis allé la chercher, on allait manger. Et puis, en fait, il y a eu un feeling incroyable. Alors qu'on s'était plus jamais revu depuis la CIP. 6 mois se sont passés. Et puis, je l'avais invité à manger dans un restaurant italien, et je lui avais commandé une pizza. Et je me souviens, ce que je voulais aujourd'hui, j'avais mis du piquant, l'huile piquante de la pizza. Ouais. Et je commence à manger la pizza. Normalement, ça pique pas autant. Mais là, c'était un truc de malade. Un coup de chaud. Et là, j'avais les gouttes qui sautaient comme ça. Et je mange la moitié de la pizza.
Et puis j'ai fait, franchement, je peux plus manger cette salpette trop. Et elle pleurait de rire. Et puis voilà, après je l'ai déposé chez elle et puis on a commencé à se voir et puis voilà. Ça allait très vite. Alors nous, on s'est rencontrés en 2012, on s'est mariés en 2015, donc du coup on s'est mariés en 2015 et 2016, ouais, il y a Julian qui est né. Donc tu as 2 garçons aujourd'hui, Ouais. 4 ans et 8 ans. Ouais. Gabriel, 4 ans et Julian, 8 ans. Est-ce qu'ils aiment le foot? Alors oui, oui. Ok, Alors Julian au début, il aimait pas le foot, je pense qu'il se mettait la pression par rapport à moi. d'accord. Alors il faut savoir que moi je ne les ai jamais obligés à jouer au foot. Pas du tout. S'ils voulaient faire de la danse, ou s'ils voulaient faire quelque chose d'autre. Oui. Tant que ça leur plaise, moi, je voulais qu'ils fassent un truc qui leur plaît. Et puis, Julian, il adore le foot. Mais il s'adore aller venir au stade avec moi. Et en tant qu'ancien joueur professionnel, est-ce que tu souhaiterais que tes enfants prennent cette voie-là? Alors, Pas forcément. Alors, moi, jamais je vais les pousser à qu'ils deviennent professionnels. Franchement, c'est très dur. Et puis, le milieu du foot aujourd'hui, c'est pas, moi, je me suis justement éloigné parce que ça va pas trop avec mes valeurs et tout ça. Concrètement, qu'est-ce qui te gêne? Ouais, le monde du foot, il a beaucoup changé. C'est devenu très business et tout ça, et beaucoup moins côté humain. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que je me suis aussi un peu éloigné. Je voulais faire quelque chose, le travail que je fais aujourd'hui, je voulais faire quelque chose qui avait rien à voir avec le foot. Et puis voilà, donc mon fils Julian, tu lui parles, et tu veux faire quoi dans la vie? Et puis il dit, je veux être footballeur, et puis après, assurancier comme papa. Et puis du coup, je lui fais, mais tu sais que pour être footballeur, c'est vraiment difficile et tout. Mais vraiment, moi, j'essaie de lui expliquer que c'est vraiment difficile. Mais bah écoute, si lui il rêve de ça et il a envie de jouer au foot, bah moi, je vais pouvoir le conseiller et l'orienter. Mais par contre, je vais jamais le pousser à faire du foot. Okay. À quel moment tu as su que c'était terminé ta carrière? Alors, je pense que ça doit pas être évident de se dire, ok, là j'arrête. On dit souvent il faut arrêter quand on est un peu au top. Ouais. Alors moi, je pense que si j'avais pas eu Martin Rueda à cette époque-là, qui m'a coupé un peu, qui m'a mis des bâtons dans les roues, parce que si à Young Boys je continuais comme j'étais, bah je pense que j'aurais pu partir en Bundesliga ou dans un grand championnat. Okay. Et lui, il m'a vraiment mis des bâtons dans les roues. Après voilà, j'ai pu me relancer avec Servette. Avec Saint-Gall, on a fait une super saison. Et après, c'est les Croisés. Les Croisés, c'était la fin. Si tu veux, c'était la fin de me dire que je pouvais aller encore loin. Et du coup, bah, à la fin des Croisés, Servette avait fait faillite à nouveau. Et du coup, je suis revenu jouer avec Servette en première ligue de promotion, en troisième division. À savoir que Saint-Gall m'avait proposé un contrat professionnel. D'accord. Que tu as refusé? Que du coup, bah, j'ai refusé. Ma femme, elle voulait commencer à travailler, elle est enseignante. Et puis, en fait, elle avait très envie de commencer à travailler. Elle est restée à Genève. Du coup, moi, je me voyais pas partir à Saint-Gall tout seul. Okay. Du coup, bah, je me suis dit, bah, écoute, je reste à Servette. On va donner un coup de main au club à retrouver son niveau et sa place. Et du coup, bah, on est monté les premières promotions de Challenge League. Et moi, je voulais absolument monter le Challenge League en Super League. Et puis là, arrêté. Et puis, malheureusement, les 2 ans, on n'est pas monté. Et mon contrat n'a pas été prolongé. Okay. Moi, je voulais prolonger encore, mais en fait, dans ma tête, je pensais que j'allais retrouver mon niveau, j'espérais, mais jamais. Et en fait, voilà, j'ai jamais retrouvé mon niveau. Et la dernière année à Servette, c'était très très dur, parce que toute ma vie, presque toute ma vie, j'ai joué dans tous les clubs. Et là, être à Servette, où j'ai joué tout le temps, où j'avais brillé et tout ça, et puis ma dernière année, je jouais pas. C'était une année très très compliquée. C'est la première année qu'un coach m'a dit, écoute, tu vas pas jouer. Il y a un joueur qui va jouer tous les matchs. Et puis je faisais, ouais, mais tu me mets pas en concurrence avec lui. Si je suis bon, est-ce que je peux pas jouer? Non, écoute, c'est lui qui va jouer. Donc du coup, ma dernière année, c'était vraiment très compliqué. Surtout toi qui as un mental d'acier, je pense que ça a dû être. Ouais. Et puis la frustration de me dire que même si je m'entraîne bien, en fait, je vais pas pouvoir jouer. En fait, quel est l'intérêt? Mais c'est ça qui est dur, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les coachs, ils t'ont dit que tu t'entraînes bien ou pas bien, tu vas pas jouer. Est-ce que tu penses que c'était une manière pour lui de te pousser au-delà? Non, c'était clair. C'était clair. Okay. J'allais pas jouer.
Et du coup, bah, ma dernière année, c'était très compliqué. Et du coup, je voulais pas finir ma carrière au foot sur une mauvaise note comme ça. C'est pour ça que bah, je suis allé à Carouge l'année d'après avec Jean-Michel Lévy, un coach que je connaissais. C'était mon premier coach à Servette. Et puis, bah, on a fait une super saison. On est monté en première promotion. On a été champion. Et j'ai retrouvé le plaisir de jouer au foot. Et puis après, ouais, il y a eu le Covid et tout ça. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, stop. Quand t'es plus professionnel et puis tu t'entraînes tous les jours, c'est compliqué. Du coup, bah, j'ai eu cette opportunité pour travailler dans les assurances. Et puis maintenant, je joue avec les vétérans des Carouge et ça va très bien. Ok. Peut-être avant de clore la partie foot Ouais. et aborder ce que tu fais aujourd'hui, ta reconversion, Ouais. quelle est peut-être la plus grande leçon que tu as apprise avec tes coachs? Parce que finalement, quand on est bien coaché, entouré, on peut se dépasser. Ouais. Alors moi, sans hésitation, moi, je pense que sans Joao Alves, donc les coachs que j'ai eu, Joao Alves, avec lesquels on a fait la montée, je pense que sans la confiance que lui m'a donnée, j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait. Et puis lui, en fait, c'était un coach qui a multiplié mon potentiel fois 1000. Et je me suis senti, franchement, je sortais sur le terrain, je pensais que j'étais le meilleur joueur au monde. Et en fait, moi, j'ai joué milieu droit, et puis j'ai laissé le latéral. Aujourd'hui, il va vivre un cauchemar. Et je sortais sur le terrain avec une confiance que j'arrivais à faire tout ce que je voulais. Et comment il t'a donné cette confiance? C'est par des conversations, c'est par une relation aussi. Je le sentais comme un père. Comme mon père, en fait, je sortais sur le terrain et j'avais envie de bien jouer et qu'on gagne les matchs pour que lui soit content, en fait. Et il m'a donné une confiance énorme. Énorme. Et il y avait son fils aussi qui était important aussi, qui était son coach adjoint. Et lui, il savait me piquer. Parce que par exemple, les vendredis soirs, avant l'entraînement, il mettait l'équipe titulaire en place. Et donc, il donnait les dossards. Et moi, souvent, il me donnait le dossard en dernier. Ou des fois, il me le donnait pas. Il gardait le suspense. Ou des fois, Tu il me vas donnait l'avoir, pas le tu vas pas dossard. l'avoir. Et du coup, Ok. moi, je disais, j'allais chez moi énervé. Il me fait pas jouer. Et en fait, ça faisait l'effet taureau. Et le jour d'après, quand j'apprenais que j'allais titulaire, ah, j'étais comme un fou. Ah ouais, tu voulais pas me jouer? Ah, maintenant, tu vois, je vais te montrer. Donc, Voilà. il a compris comment tu Ouais, fonctionnais exactement, et il t'a aidé. Ok. exactement. Il comprenait comment je fonctionnais et puis il arrivait à me motiver, mais comme ouais. Génial. Ok. À aujourd'hui, donc tu joues au foot pour plaisir et donc tu t'es reconverti. J'aimerais qu'on discute de ta partie assurance. Comment tu es donc devenu conseiller en assurance? Ouais, alors mon meilleur ami, donc mon premier ami en Suisse qui s'appelle Granit Shakiri. Donc on parlait pas français et on jouait au foot en face et puis on est devenus des bons amis. C'est le parrain de mon fils aujourd'hui. Ok. Et lui, il est assureur depuis toujours. Et il me disait, tu vas voir, quand tu vas finir le foot, tu vas faire assureur, conseiller en assurance. Et moi, j'ai fait, arrête. Lui, quand je jouais au foot, il me faisait les assurances. Moi, j'ai dit, moi, où j'ai signé, je m'intéressais pas du tout. Et puis, il m'a dit, tu vas voir, t'as le profil parfait pour ça. Et en fait, donc, il y a le Covid et tout ça. Et puis, moi, maintenant, j'étais au chômage parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai un entretien chez Generali. Les chefs des généralistes, je les connaissais déjà d'avant, mais voilà, on se connaissait des vues, mais pas plus que ça. Et en fait, bah, j'ai passé des entretiens, des personnalités, plein de choses. Ok. Et puis, ils m'ont dit que bah, si je voulais, j'étais engagé à partir du 1er février 2021. Et puis, bah, c'est parti comme ça. Ok. Du coup, j'ai dû étudier parce que je devais apprendre toutes les assurances. J'ai passé le diplôme à fin, alors que moi, je suis quelqu'un pas école du tout. Et donc, du coup, c'était une grande fierté de passer le diplôme et tout ça. Et franchement, c'est super intéressant. Et j'aime trop ce métier. Ok. Franchement, pour moi, c'est la reconversion parfaite. Mon meilleur ami, il me connaît bien. Donc, bah, je te remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, bah, j'adore. D'accord. Il y a un autre chapitre, plus entrepreneurial, Oui, que tu as démarré aussi. Donc, tu es investisseur dans le village du soir. c'est ça. Oui. Raconte-nous un petit peu comment tu es tombé dans cette aventure. Bah, en fait, c'est Sébastien Courage, il avait le mois, les mois club, boîte de nuit à Genève.
Et en fait, on a vraiment sympathisé beaucoup. Et un jour, il est venu me voir à la maison pour me voir et puis pour me parler du projet du village du soir. Mhm. Et avec ma femme, on allait au village du soir qui n'était pas un Qui village du s'appelait pas soir. comme ça, oui. C'était un garage, quoi, en fait. Mhm. C'était carrosserie et tout ça. Et ma femme, elle m'a dit, oui, oui, ça va marcher. Et voilà, on s'est lancé là-dedans. Il y a aussi Tibert Pont, qui joue avec moi aussi au foot, qui aujourd'hui travaille dans le village du soir. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, mon dernier match à Servette, donc il y a un penalty pour Servette, où c'est moi qui le tire, et puis j'ai envoyé la balle sur le village du soir. Donc la Pas mal. transition, elle était faite. Pas mal. Allez bien. Ouais. Ok. Et puis voilà, je suis très content. Et concrètement, tu fais quoi? Alors moi, je suis actionnaire et je suis D'accord. administrateur. Ok. Donc en fait, administrateur, on contrôle que tout se passe bien. Mhm. Et puis on essaie de faire du bénéfice, limiter les charges pour avoir du bénéfice Bien sûr. et puis plein de choses intéressantes. D'accord. On n'a pas parlé des échecs, Ok. que pour moi c'est super important en fait. Allez. Parce que, en fait, quand je suis arrivé en Suisse, quand je suis arrivé en Suisse à 14 ans, Mhm. moi j'avais été en équipe nationale d'Uruguay. Et en fait, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai joué au foot, moi. Mhm. Absolument, avec mon frère, on jouait au foot. Et moi j'habitais à Carouge. Et puis du coup, moi j'allais voir tous les matchs des Carouge. Et du coup, bah, on a aussi à faire un test avec mon frère à Carouge. Et lui, ils ont dit que lui, il le prenait et moi, il me prenait pas. Aïe. Ouais. Donc, Ok. ils m'ont dit que moi, j'étais pas bon, que mon frère, oui, mais pas moi. Et à ce moment-là aussi, j'ai fait un test à Servette. Mhm. Et aussi, ils m'ont dit qu'ils me prenaient pas. D'accord. Donc, du coup, je suis parti jouer à Meignier. Donc, mon Ok. premier club à Genève, c'est US Meignier. Mhm. Et puis, je me rappelle, il y avait le tournoi international de Meignier, où il y avait Everton, il y avait Rooney qui jouait, il y avait Servette aussi. Et du coup, c'est la première fois que Meignier finit pas dernier, parce qu'on avait battu Servette 2-1, et puis j'avais marqué 2 buts. Puis, et puis voilà, pour moi, c'est une belle revanche, parce qu'en fait, ces coachs et puis ces clubs qui m'ont dit non, on te prend pas, t'es pas fort. Mhm. Bah aujourd'hui, c'est les 2 clubs qui m'ont appelé pour finir. C'est eux qui sont venus me chercher. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que quand je croise les coachs des Carouge, je fais, toi, tu sens le foot, hein. Toi, tu sens le foot, hein. Et puis voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le vanne là-dessus parce qu'il m'avait dit, toi, t'es pas fort. Et puis, Est-ce que je me suis dit, toi, tu dis que je suis pas fort, mais toi, t'es personne pour décider pour moi et je vais te montrer que je vais réussir. Malgré tout ce que tu dis, je vais te montrer que tu te trompes. Et ça, pour moi, c'est la meilleure revanche de ma vie, leur montrer à eux qui m'ont dit que j'allais pas réussir, que oui, que c'est pas eux qui décident. Et ça, tu es maître de ta vie? ouais. Et ça, c'est te donner les moyens pour montrer à ces gens qui se sont trompés. Ça, c'est incroyable. Je te propose qu'on attaque les 3 instants particuliers, signatures de ce podcast. Ok. Et on va démarrer par cette jolie baguette magique. Ok. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est la fameuse baguette magique qui appartenait à ma fille à l'époque Ok. et qui t'a fait beaucoup rigoler quand j'ai Ouais. commencé à m'installer. Donc je te la Ouais. donne. Et donc l'idée, c'est que tu nous dises ce que Ça tu auras marche envie d'en faire. Non, j'ai Ah. enlevé les piles. Non, je faisais un ok. petit bruit Ouais, qui ouais. était très très agaçant. Alors moi, si j'avais un pouvoir magique et je pourrais changer quelque chose, Mhm. bah en fait, c'est quelque chose qui est super triste dans ma famille. C'est ma belle-sœur, ils ont découvert une maladie il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est une souffrance en fait. Mhm. Et en fait, bah, je la toucherai pour lui enlever cette maladie et puis lui donner une belle vie à elle et à toute la famille. Je te propose qu'on attaque le 2e instant signature. C'est la fameuse Ah, sonnette qu'on va utiliser. donc ça, c'est bon. Allez hop, je reprends la baguette. Et donc c'est l'instant tac au tac. De nous Ok. poser une dizaine de questions. Ok. Et l'idée c'est de répondre assez rapidement. Ok. Euh, Il n'y a pas de question piège. Si, bien sûr. Évidemment. Ok. Est-ce que tu as un mantra, une phrase un peu feel good que tu te répètes régulièrement? Bah,
Rien n'est impossible. Très bien. La plus grande leçon de vie. Alors, je pense que je l'ai donné à mon père. Ok. En fait, on en a pas parlé, mais en fait, tu voulais que je réponde vite, mais voilà, Non, non, je vais mais développer. En fait, mon père, une des raisons pour laquelle on est venu en Suisse, donc avec ma mère et mon frère, mon père, il habite en Uruguay, et mon père, il nous a jamais aidés économiquement. Donc, pour ma mère, c'était dur. Mhm. Et en fait, avec mon père, j'ai jamais eu une relation. Si tu veux, mon père, il m'a jamais vu jouer un match de foot professionnel. Ok. Et en fait, C'est pourquoi? il n'est jamais venu me voir jouer un match de foot D'accord. professionnel. Ok. Et en fait, quand Gango me propose pas mon contrat professionnel, mon père, il m'a traité de loser. Il m'a fait, tu vas jamais réussir à rien dans ta vie. Et puis voilà, je lui ai donné une bonne leçon de vie parce que je lui ai montré que tout ce qu'il pouvait dire, j'allais lui montrer le contraire à lui aussi. Et du coup, aujourd'hui, il est très content de ce que je fais. Et puis, moi, je lui dis, mais tu te rends compte que comment tu as été dur avec moi et tu m'as dit ça. Et puis, voilà. Donc, je lui ai donné une bonne leçon de vie. Très bien. Est-ce que tu as un talent caché? Un talent caché. Quelque chose que, voilà, on ne sait pas. Je sais pas, j'aime bien faire la cuisine. Ok. Plutôt famille ou plutôt amis? Famille. Je suis pas surprise. Quel est ton idole au foot? Messi. Allez, en plus tu as eu la chance de jouer contre lui. Ouais. Génial. Est-ce que, donc tu as plein de t-shirts de foot, est-ce qu'il y en a un qui te manque? Est-ce que tu as un regret Ouais, de Messi. pas... Messi. Ok. J'aurais aimé avoir Messi. J'ai la chance que j'ai le pagnon de l'Argentine, Ok. parce que le capitaine de la Suisse, Inler, vu que c'était ma première sélection, il m'a dit, tiens, c'est cadeau, c'est pour toi, pour ta première sélection. Donc j'ai le pagnon de l'Argentine, mais j'ai pas son maillot. Quel est pour toi le truc le plus fou que tu fait dans ta vie? Alors, les trucs les plus fous, c'était un de nos voyages en Uruguay avec des amis. Et puis voilà. Le reste, ça reste entre C'était toi un et eux. after soirée, un après soirée, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas en dire plus. Mais Très c'est bien. assez fou, Steph. Quel est ton pire souvenir sur un terrain? La descente avec Servette. Ok. Ouais. Quand je suis revenu pour essayer d'aider Servette à se sauver, je me rappelle des matchs à la Pontaise, notamment à la Pontaise, où on perd contre Lausanne, Mhm. et puis voilà, on est descendu cette année-là. Donc ça, c'est le pire. Quel est le pire conseil qu'on t'a donné? Où tu t'es dit, non mais n'importe quoi. Je sais pas, je sais pas. Le pire conseil, non, je sais pas. Peut-être un Brésilien qui m'a dit il faut faire la fête avant les matchs. Ok, effectivement. Quelle est la place du sport dans ta vie aujourd'hui? Tu joues régulièrement? Tu t'entraînes? Tu fais de la Non, muscu? aujourd'hui, c'est ma famille, c'est mon travail, et après il y a le sport. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement inspiré dans ta vie? Euh, on va dire ma mère. On va dire ma mère qui s'est toujours battue pour nous et puis qui a tout donné pour nous et puis c'est en partie grâce à elle qu'aujourd'hui on est là où nous sommes. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite devenir footballeur professionnel? Alors si tu souhaites devenir joueur professionnel, il y a une phrase que j'y donne au foot. Si tu donnes au foot, le football te donnera. Voilà. Très bien. Tu te vois où dans 10 ans? Même jour, même heure, n'importe. Écoute, dans 10 ans, je me vois très heureux dans ma vie, avec ma petite famille, mes enfants qui ont grandi. Et puis, j'ai promis à Julian, donc dans 10 ans, il aura 18 ans, donc on ira au village ce soir. Quel est ton prochain défi sportif?
Est-ce que tu t'es mis peut-être un objectif? Non, là, franchement, écoute, avec les vétérans, on a été champion suisse, on est monté de niveau, on a gagné la Coupe Genevoise, il nous manque que le championnat champion. Si tu veux, c'est un petit challenge, gagner le championnat avec les vétérans. Écoute, c'est la dernière question. Qui tu aimerais bien voir interviewer dans ce podcast? Ça peut être n'importe qui. N'importe qui. Ouais. Mais ouais, allez, on va dire mon ami Tibert. Allez. Ouais. Eh bien, on a terminé Ouais. l'instant tac au tac. Il reste un dernier instant signature. C'est la fameuse minute inspirante. Et donc, je vais lancer un petit minuteur. Et tu as Ouais. 1 minute pour dire ce que tu veux. Alors, moi, je dirais à tous les jeunes qui veulent réussir dans la vie, il faut toujours croire en soi. Rien n'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous réussissiez vos rêves, vos objectifs. Il y a beaucoup de gens jaloux, malheureusement, dans ce monde. Je pense qu'il faut pas se mettre des limites. Et puis, tout est possible dans la vie. Prendre soin aussi des personnes qu'on aime, prendre soin de vous-même. Et puis voilà, rêver et puis donner tout. Si vous voulez réussir vos rêves et vos objectifs, il faut tout donner. Merci beaucoup. Merci. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a touché, inspiré ou même fait sourire. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Alors avant qu'on se quitte, j'ai 2 petits services à vous demander. 1, abonnez-vous. Et si vous aimez écouter des histoires inspirantes, cliquez sur s'abonner sur votre plateforme audio ou sur YouTube. Ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. Et 2, partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous, à un ami, à un proche ou même sur vos réseaux. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Alors, merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux, car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration. Si vous êtes encore là, c'est probablement parce que cet épisode vous a plu et ça, c'est vraiment génial. Alors j'ai 2 petites choses à vous demander. 1, abonnez-vous. Si vous écoutez en format audio, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Et si vous êtes plutôt vidéo, cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche, à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure façon de ne rien manquer des prochains épisodes. Et 2, parlez-en autour de vous. Que ce soit un ami, un collègue ou un membre de votre famille, partagez cet épisode. Qui sait, cela pourrait peut-être les inspirer, les motiver ou tout simplement leur faire passer un bon moment. Alors merci infiniment pour votre écoute et surtout, n'oubliez pas, chaque parcours est une source d'inspiration. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parcours Inspirant.